Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Il était une fois. J'ai le plaisir de vous retrouver après cet été qui a été un peu secoué comme on le sait. Alors pour la rentrée, nous vous proposons d'aborder une question de société particulièrement sensible. Regardez. Le port de signes convictionnels, que certains préfèrent appeler des signes d'appartenance ou encore des signes religieux, est devenu un débat de société. Il semblerait bien qu'aujourd'hui, l'espace public revendique une neutralité sur tous les terrains. Alors, afficher son appartenance, qu'elle soit culturelle, sexuelle ou dans ce cas religieuse, devient parfois problématique. Peut-être serait-il d'abord utile de définir ce qu'est un signe convictionnel. En fait, il s'agit de porter un vêtement, un objet, un symbole qui soit visible et qui exprime l'appartenance à une conviction, qu'elle soit religieuse, politique ou philosophique. Foulard, kippa, croix, étoile de David, turban sikh, tatouage et j'en passe. Ceux qui les portent revendiquent la liberté de tout un chacun de se vêtir ou de décorer son corps comme bon lui semble. C'est une question de choix et une question de sens. Certains ont donc bien un message à transmettre, alors que d'autres affirment qu'il n'en est rien. Chaque objet, chaque signe, peut aussi avoir une signification différente pour celui qui le porte et celui qui en est le spectateur. Comme il s'agit en quelque sorte d'un langage, toutes les complexités et les ambiguïtés de la communication s'y retrouvent. Est-il temps de légiférer pour éviter une succession de polémiques sans fin ? Faut-il renvoyer ces signes convictionnels à la sphère strictement privée ? Le sujet est encore sensible et le débat loin d'être clos. Merci à Jean-Louis Gios et Corinne Owen pour la réalisation de cette séquence qui nous plonge donc de plein pied dans cette problématique qui fait régulièrement la une de l'actualité en Belgique, à savoir donc le port des signes religieux dans notre société. La question, on s'en souvient, est revenue sur le devant de la scène un peu avant l'été. On se souvient de ce qu'on a appelé l'affaire Ihsan Awash. Pour rappel, Ihsan Awash avait été nommé commissaire à l'égalité des hommes et des femmes, mais a choisi de démissionner de son poste après une polémique entourant donc le port du voile. Alors pour tenter justement de dépasser la polémique et essayer de comprendre les enjeux qui entourent le port des signes convictionnels, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Ralia Djeloul, bienvenue. Vous êtes sociologue et secrétaire générale de BIPAX, une organisation donc qui est d'éducation permanente dont l'objectif est de sensibiliser aux discriminations. Avec nous également Caroline Séguesser, historienne et chargée de recherche au CRISP, qui est donc le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Et enfin, avec nous également Louis-Léon Christians, qui est professeur de droit canonique à l'UC Louvain et qui nous apportera également son éclairage sur cette question difficile. Alors, bienvenue à tous les trois et merci donc d'être là pour essayer de clarifier. Alors, un premier point clarifié peut-être justement, Caroline Séguesser. Dans le reportage, on souligne le fait que porter donc des signes d'appartenance dans l'espace public est de moins en moins toléré. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion parfois entre l'espace public d'une part et le service public ou une fonction publique d'autre part? Est-ce que ce ne sont pas deux réalités au fond différentes? Oui, absolument. Je crois que vous avez raison de le souligner. Et on entend parfois chez certains dire que la religion relève de la sphère privée. Et on sous-entend par cela que l'appartenance convictionnelle d'un individu ne devrait pas être visible de l'extérieur quand il sort de chez lui. Alors rien n'est plus faux, évidemment, puisque la liberté de religion, elle est garantie que l'on soit dans la sphère strictement privée de son domicile ou que l'on soit dans l'espace public. Donc quand on discute d'éventuelles limitations, régulations du port de signes convictionnels, on peut en discuter dans le cadre des relations collectives de travail, on peut en discuter à l'école, et puis on peut en discuter ce que l'on a fait le plus abondamment ces derniers temps dans ce qui concerne la sphère des services publics.
Mais effectivement, il faut bien distinguer, je crois, les terrains dont on parle. Alors on reviendra sur la problématique du port des signes dans les services publics, bel et bien. Alors Khalia Djelloul, est-ce que dans l'espace public, donc tout le monde, comme l'a rappelé Mme Séquesser, on peut porter les signes d'appartenance qu'on veut, que ce soit des vêtements, des objets, des signes, mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose concrètement? On a l'impression que c'est quand même pas toujours toléré dans l'espace public également. D'un point de vue sociologique, l'espace public, c'est justement un espace qui est inclusif par définition. C'est l'espace de coexistence où toutes et tous peuvent prendre place. Et donc, il n'y a pas de raison, si on parle bien d'un espace public dans un régime démocratique, que des personnes soient limitées dans leur capacité d'accéder à cet espace public. Mais là, je parle à la fois d'espace public urbain, des rues, des places, etc., mais également un espace public au sens politique. Et dans ce cadre-là, moi, je crois que les différents débats, polémiques, discussions qui ont pu avoir lieu, il ne faut pas oublier de les resituer dans un contexte politique. Elles ne sont pas hors sol. Et ce qui est important pour moi, c'est quelque chose qu'on nomme pas souvent, c'est de situer les responsabilités qu'il y a derrière l'initiation de ce type de polémique. Pour moi, il y a vraiment ce qu'un sociologue français, Philippe Corcuff, a appelé l'extrême droitisation de l'espace public, c'est-à-dire un certain nombre de thèses d'extrême droite qui, si vous voulez, tiennent pour responsables certains groupes dans la population d'une montée de la violence qu'on a pu connaître par ailleurs et qui culpabilisent, criminalisent, par exemple, des femmes qui portent le foulard au nom qu'elles seraient un corps étranger, un corps dangereux. Et c'est là que j'arrive à la question de l'espace public au sens politique, c'est que ce corps serait désigné comme dangereux pour l'état de droit, les principes qui régulent notre vie commune. Et pour moi, c'est justement ce genre de polémique, ce genre de discours qui d'ailleurs ne sont pas ensuite proférés par des personnes identifiées comme de l'extrême droite, mais il y a bien des passerelles qui sont très dangereuses pour le vivre ensemble. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Louis-Léon Christian, est-ce que pour vous aussi, il y a un problème aujourd'hui par rapport au signe d'appartenance dans la société, dans l'espace public, encore une fois? Oui, certainement. Ça, on le constate tous les jours, tant au plan du débat politique qu'au débat des réactions sociales ici ou là. Mais ce que je pense, c'est que nous affirmons une société pluraliste, ce qu'on ne faisait pas jadis, ce qu'on ne faisait pas ou qu'on faisait moins au XIXe siècle, et que nous ne sommes pas, en quelque sorte, capables de tenir l'engagement qui avait été celui de la diversité et du pluralisme. Et donc je pense que la société tout entière est devant un défi, qui est un défi nouveau, évidemment, qui est celui de la diversification des convictions, des attitudes, des modes vestimentaires. Il n'y a plus une mode très, très claire aujourd'hui. Et c'est un défi, évidemment, qui est difficile à relever, en quelque sorte. Alors évidemment, parmi les signes convictionnels, culturels ou religieux d'ailleurs, il y a évidemment le voile islamique qui concentre malheureusement un petit peu souvent le débat. Alors, Khalia Djelloul, donc vous êtes sociologue. Comme tel, vous êtes intéressé de près un petit peu au vécu, aux pratiques des musulmans en Belgique. D'après ce que vous voyez et ce que vous entendez, quel est le sens de ce signe qu'est le hijab donc pour les femmes qui le portent? Mais donc, il s'agit du port du foulard, de voile, il y a différents types de hijab, etc. Et que lors de mes recherches, qu'elles aient eu lieu en Belgique ou en Algérie, où j'ai mené ma thèse, ce que je peux dire, c'est que, comme toute pratique, sa signification est en fonction du contexte social et politique dans lequel elle se déploie. Elle peut être un moyen pour des finalités tout à fait différentes, à la fois une plus grande individuation, donc une mise à distance de la communauté familiale, religieuse, etc., et vraiment une appropriation de son corps à travers cette pratique, tout comme elle peut, dans d'autres contextes, être plutôt un moyen de recommunautarisation, c'est-à-dire plutôt un moyen à travers lequel le groupe va réaffirmer une emprise sur le corps des femmes. Mais dans tous les cas, les corps des femmes, que ce soit dans des contextes musulmans ou pas musulmans, sont un objet de lutte idéologique. Et c'est pour ça que je renvoie vraiment toujours... C'est très bien de plonger dans l'individualité et le sens donné par les personnes, évidemment, c'est le cœur de toute discussion, mais en même temps, n'oublions pas que ce problème est fabriqué comme tel dans le cadre d'un contexte politique. Et c'est important de le recontextualiser, je crois. Caroline Séguesser, une réaction par rapport à ça? Oui, parce que je crois que j'aurais un regard un peu différent sur ce problème, dans la mesure où je ne crois pas que l'on puisse imputer uniquement une extrême droitisation de la société, les réactions de rejet finalement que suscite le port du foulard. Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut différencier.
On est en Belgique dans une société qui reste très marquée par un clivage philosophique et par une lutte anticléricale contre le pouvoir de l'Église catholique. Et à certains égards, notre société est encore organisée un peu de cette façon en différents piliers. On pensait à la reconnaissance des cultes, à la reconnaissance même de la laïcité organisée. Et donc, quelque part, je dirais que les troupes sont en place pour se remobiliser sur des thèmes relatifs aux relations entre l'Église et l'État. Alors effectivement, autrefois, on combattait plutôt l'influence d'une institution, l'Église catholique, et maintenant on est davantage gêné par le port de signes par des individus et par des femmes, ce qui change effectivement radicalement le combat, mais quelque part ça s'inscrit quand même dans une tradition où en Belgique il y a un nombre important de personnes qui se méfient, je dirais, de façon globale de la religion. Donc tout n'est pas de l'islamophobie dans cette posture qui vise à garantir la neutralité de l'État, la neutralité de certains espaces. Il y a cette dimension-là aussi. Et puis, il y a la peur, effectivement, que l'islam génère, qui est tout à fait spécifique, et dont je crois qu'on peut comprendre qu'elle gagne certaines personnes qui ne sont pas du tout à l'extrême droite du spectre politique, quand elles voient ce qui se passe dans d'autres pays. Nous avons regardé les images en Afghanistan, nous frémissons à l'idée du sort des femmes afghanes, et donc, quelque part, on peut comprendre que certaines personnes établissent une filiation entre un islam radical politique que l'on voit dans d'autres pays et des manifestations extérieures de la religion islamique dans notre pays. Donc je dirais peut-être que j'ai un peu plus de compréhension par rapport aux attitudes, aux polémiques, aux problèmes que peuvent susciter le port du foulard. Eh bien, avant de continuer le débat, je vous propose de regarder une deuxième séquence. Donc, on l'a dit, ce ne sont pas que les musulmans ou les musulmanes qui portent des signes convictionnels, mais également certains prêtres dans l'Église catholique. Regardez, c'est également un reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Bruxelles, dimanche matin, 10h30. L'abbé Bruno Druen traverse la ville pour rejoindre sa deuxième messe de la matinée à l'abbaye de la Cambre. Et je ne sais pas si, comme moi, vous l'avez remarqué, mais l'abbé Druen porte, comme beaucoup de prêtres de sa génération, un col romain. Alors pourquoi porter ce signe, symbole de son engagement? Le jeune prêtre s'est-il seulement posé la question? En fait, je ne me suis pas posé la question très longtemps, je me la suis posée à l'approche de l'ordination diaconale, puisque c'est à ce moment-là qu'on commence à porter le col romain si on veut le porter. Et oui, pour moi, assez vite, je me suis dit, ben oui, je pense que ça vaut la peine de le porter, que c'est un beau signe aussi de ce dans quoi je m'engage, de ce qui est ma vie, en fait, à partir de l'ordination diaconale. Alors qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Oui, être témoin simplement de la mission à laquelle le Seigneur m'appelle, témoin de ma mission de prêtre et donc témoin du Christ avant tout. À vivre à chaque instant ce à quoi je suis appelé d'abord comme baptisé et en plus comme prêtre. Et de ne pas me dire, ben voilà, ok, maintenant j'enlève mon col romain, je fais ce que je veux. C'était pas logique pour moi. Et donc le jour de mon ordination diaconale, ben voilà, c'était ce jour-là, le matin même, j'ai donné toutes mes cravates à mon frère. Il en fait ce qu'il veut, mais voilà, j'en aurais plus besoin. Est-ce que ça vous aide dans votre mission, justement, d'afficher haut et clair qui vous êtes? Ça m'aide et en même temps ça peut être à double tranchant, si j'ose dire. Ça m'aide parce que ben voilà, je cherche à être le plus possible prêtre dans toutes les dimensions de la vie chrétienne et donc d'abord à vivre mon baptême. Je cherche à vivre mon baptême et en même temps je dois faire attention de ne pas l'utiliser comme un outil, je ne dois pas l'utiliser comme domination, comme une manière de prendre le dessus sur d'autres. Ça peut être un défaut qu'on appelle pas le cléricalisme ou quoi, mais non, je dois faire attention, moi comme prêtre, comme chrétien, à ne pas l'utiliser à mauvais escient. L'abbé Druen porte un col romain. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je trouve que c'est important que les prêtres, qu'on puisse les distinguer dans la rue, tout comme les bonnes sœurs, etc. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine, comme nous le savons, mais lorsque
lorsqu'on voit qu'il y a une cohérence entre l'habit et la vie du prêtre, et moi je trouve que c'est tout à fait, ça convient tout à fait. Est-ce que vous l'enlevez parfois ? Ça m'arrive quand même de l'enlever. J'ai pas mon pyjama à col romain, j'ai pas non plus mon maillot à col romain. Ça c'est, même si on envisage d'en faire, mais non. Non, de manière générale, je le porte tous les jours. Il y a des circonstances dans lesquelles je le porte pas. C'est notamment quand je suis en vacances en famille, dans le cadre privé. Et donc en vacances par exemple, quand on va visiter une ville, il y a des jours où j'y vais simplement en polo par exemple, mais d'autres jours, surtout si c'est un dimanche par exemple, où on va dans une paroisse et tout, là je mets le col romain, et puis voilà, toute la journée je l'ai, du coup c'est normal. Est-ce que vous êtes parfois la cible de remarques désagréables ? Ah, c'est très très rare, c'est plutôt beaucoup des regards. Bon, je le remarque surtout en été parce qu'en hiver j'ai une écharpe, bon, mais du coup au printemps, à chaque fois quand j'ai plus mon écharpe, je me dis mais pourquoi les gens me regardent, puis ah oui c'est vrai, mais bonjour, et donc c'est l'occasion de dire bonjour. Ça m'est arrivé une fois dans le métro à Paris d'avoir une remarque un peu désobligeante, pour le dire comme ça. J'arrivais à la station à laquelle je devais descendre, donc je me déplace pour sortir. Puis là, quelqu'un me dit « c'est de la merde ». Quoi ? Que vous parlez c'est de la merde. Puis après, je ne sais plus ce que j'ai répondu, mais voilà, je sortais de toute façon. Voilà, donc c'est la seule remarque désobligeante que j'ai eue. Comment est-ce que c'est perçu par la plupart de vos paroissiens ? Ce qui est très beau, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'a priori. C'est peut-être une grâce du temps présent aussi. Il y a une époque où ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, c'est accueilli positivement. Et moi, ça m'aide aussi à les accueillir simplement et à me présenter à tous les gens que je croise à la paroisse, mais aussi dans la rue, quand je fais mon marché, etc. C'est comme une invitation, simplement. J'essaye aussi de dire bonjour, de sourire et tout. Et du coup, c'est déjà un signe de bienvenue à l'église, bienvenue de la part du Seigneur. Voilà donc pour ce reportage qui nous parle d'un autre signe religieux dans notre société. Alors Louis-Léon Christian, je me tourne un peu naturellement vers vous, le canoniste. Est-ce que le droit canonique justement prévoit une tenue obligatoire pour les prêtres, les religieuses ou autres dans l'Église ? Le droit canonique prévoit encore actuellement, donc depuis 1983, l'idée d'un habit convenable. Et cet habit convenable, il est défini par les évêques, la conférence des évêques du lieu, et aussi, dit le canon, par les usages sociaux du lieu. Donc finalement, les choses se sont grandement ouvertes, et donc reste bien l'idée centrale que le témoignage qui se déploie naturellement par la façon dont on est vêtu, où on se présente, est très important. Mais cette importance ne signifie pas qu'il faut un clergyman, qu'il faudrait une soutane ou que la soutane serait interdite, etc. Et donc je pense que ce qui est important dans cette position canonique, c'est aussi de voir la ligne du temps dans laquelle on s'inscrit. Et aujourd'hui, beaucoup de discussions qui sont en train de s'apaiser progressivement sont encore des discussions de polarisation sur le Concile Vatican II, sur les années 60, sur le bon vieux temps, etc. Et donc à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de la communauté des fidèles catholiques, il y a encore ces tensions qui relèvent en quelque sorte de vieilles difficultés qui sont toujours en train de se jouer. Et je dirais que c'est la même chose aussi par rapport à ce que Caroline disait à propos de la façon dont les équipes sont prêtes en quelque sorte pour rejouer les combats du 19e siècle. Oui, mais là aussi le contexte a changé et ce qui se passe par rapport au 19e siècle, c'est la montée, ou au début du 20e, c'est la montée en puissance des droits fondamentaux. C'est la signature de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'entrée en vigueur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des pactes ONU relatifs aux droits de l'homme. Et donc la façon dont peut se rejouer en quelque sorte les questions de tension sur les aspects religieux, etc., doit être relue dans un contexte social différent, dans un contexte juridique aussi différent. Et je voudrais en profiter aussi pour dire que le code judiciaire belge rend incompatible la fonction, par exemple, de juge avec celle de ministre du culte avec celle de juge. Mais peu importe que ce ministre d'un n'importe quel culte s'habille d'une certaine façon ou pas. C'est bien son état qui entre en contradiction selon le code judiciaire, ce n'est pas son vêtement. Donc je pense que
toutes ces questions de vêtements sont importantes, évidemment, mais on joue un drôle de jeu, en quelque sorte. On joue le jeu d'une sorte d'émotion sociale, le jeu de l'apparence, et on l'a rappelé, l'habit ne fait pas le moine, alors que beaucoup de questions, évidemment, sont des questions plus déontologiques, plus normatives, et donc moins liées à l'apparence. Caroline Segesser, est-ce que vous pensez que les chrétiens, aujourd'hui, les catholiques, ont assimilé, assumé le fait qu'on est dans une société pluraliste ? Oui, disons, je me méfie toujours des grandes généralités, mais indiscutablement, mais le monde catholique a traversé une phase de sécularisation, et donc la grande majorité des croyants, des catholiques, des baptisés de ce pays a bien effectivement intégré le fait qu'on était dans une société pluraliste, et je crois que plus personne ne revendique de position vraiment privilégiée pour l'Église catholique à ce titre. Maintenant, puisque la séquence parlait du col romain, je crois que ça nous permet quand même d'illustrer un peu une petite différence. Le col romain n'est pas, à mon sens, l'expression d'une croyance, enfin il l'est peut-être, mais ce n'est pas son premier rôle, sinon tous les hommes catholiques porteraient un col romain, c'est l'expression d'un État. Et donc c'est assez différent, je crois qu'on peut se dire que voilà, un prêtre a quelque part une mission de service à la communauté des chrétiens, donc il est logique qu'il se distingue dans son apparence, qu'il signale effectivement quelle est sa fonction, et c'est très différent d'envisager des signes convictionnels qui sont portés un peu par tout un chacun, et là on est renvoyé effectivement à la visibilité accrue de l'islam dans l'espace public. Rares sont aujourd'hui les catholiques qui se distinguent par une marque dans l'espace public, les croyants lambda qui ne sont ni prêtres, ni religieux ou religieuses. Donc la question se pose de façon assez différente, mais il est vrai que nous avons une sensibilité, quand je dis nous, c'est globalement la société, a effectivement une sensibilité particulière à l'égard des signes convictionnels portés par les femmes musulmanes. Et donc là, il y a une double distorsion. On cible principalement les femmes de confession musulmane, beaucoup moins les hommes de confession musulmane, qui peuvent aussi porter des signes distinctifs, et sans doute aussi davantage les musulmans que d'autres croyants. Moi, j'ai été très frappée du fait que la ministre de la Justice, Ludivine de Donder, se présente au Parlement ou dans les médias avec un crucifix autour du cou, et que cela ne suscite pas beaucoup de réactions. Alors que quand une femme est élue dans une assemblée parlementaire et qu'elle porte un turban, par exemple, il y a toute une polémique sur la signification, la compatibilité de ce signe avec ses fonctions d'élu. Donc je pense qu'effectivement, il y a là une inégalité manifeste dans le traitement. Ralia Djeloul, vous êtes d'accord avec ce que dit Mme Oui, Segesser ? puis moi j'ajouterais, pour revenir encore un peu à notre discussion préalable, c'est les effets de ces discours. Donc il y a la légitimité ou pas d'avoir des craintes, de les exprimer, d'avoir des discussions autour de ces sujets. Et puis il y a les effets de certains discours politiques qui, je le répète, à la fois homogénéisent, c'est un groupe qui réduisent la polysémie de cette pratique du port du foulard, qui peut, de différents types, différentes manières de le porter, à une seule, par exemple, appartenance même idéologique, et donc ce qui amène à des effets de refoulement de l'espace symbolique de ces corps-là, de ces femmes-là, et aussi d'une crainte intériorisée, d'un sentiment d'hostilité, de rejet de la part de la société. Donc là, l'espace public au sens de politique, c'est un espace de visibilité par excellence. Et donc le fait qu'on les rejette ou qu'on les exclue de cet espace et de cette visibilité, symboliquement aussi les relègue aux marges de la société. Donc c'est pour ça que j'aimerais encore une fois attirer l'attention sur la responsabilité qu'il y a derrière ce genre de polémique. Et donc Madame Segesser, quand vous disiez, je comprends qu'on puisse réfléchir sur la question de l'islam, par exemple l'islam politique, quand on voit ce qui se passe dans d'autres contextes, je l'entends très bien, mais par contre, prenons compte des effets que ce genre de polémique. Et donc, il y a vraiment un besoin de responsabiliser, je trouve, le monde politique par rapport à presque ces rituels qui reviennent de manière cyclique, récurrente, de chasse, de chasse de ces cordes en dehors des espaces publics, au sens politique. Alors le temps avance, encore beaucoup de choses à traiter par rapport à ça, on ne pourra pas toutes les aborder aujourd'hui. Une question qui me semble quand même importante, c'est justement le port des signes convictionnels, alors cette fois vraiment dans les services publics ou dans des administrations comme la commune ou la STIP, comme on en a parlé récemment. Est-ce que pour vous, Caroline Segesser, le fait de porter un signe convictionnel, religieux notamment, dans une institution publique, ça met en danger la neutralité de l'État ?
Alors, je crois que nous sommes dans une situation où il y a un flou juridique à cet égard, et Louis-Léon Christians pourra mieux s'exprimer là-dessus que moi. Donc, le principe de neutralité du service public est, lui, bien établi, mais toute la question est de savoir si cette neutralité doit emporter celle de l'apparence du fonctionnaire ou non. Alors, c'est un débat, je dirais, qui relatif à la compatibilité, finalement, entre deux principes, hein, les droits fondamentaux, la liberté de religion, comme l'a rappelé Louis-Léon Christians, et puis d'un autre côté la neutralité stricte de l'espace public et même la laïcité, qui n'est pas un principe constitutionnel dans notre pays, mais qui est défendu par beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à mon sens, il faudrait essayer d'aboutir dans ce dossier, probablement de dégager un compromis, parce que contrairement à ce que pensent les uns et les autres, on ne va pas pouvoir tout autoriser ni tout interdire. Il est évident qu'on a d'ailleurs interdit le port du voile intégral dans l'espace public. On peut imaginer qu'effectivement, dans certaines fonctions, il n'est tout simplement pas possible d'exprimer des convictions religieuses qui amèneraient à avoir un accoutrement qui serait particulièrement choquant pour le citoyen. Donc on ne peut pas tout autoriser. Et on ne va pas tout interdire, puisque par exemple, on ne va pas intimer à un croyant musulman de se couper la barbe, ce qui peut être interprété comme un signe convictionnel. Donc nous devons quelque part trouver, je dirais, un peu un terrain d'entente. On parle beaucoup du voile ou du foulard islamique, mais il y en a différents types aussi. Il y en a qui sont véritablement très ostentatoires et qui semblent indiquer que la foi religieuse de la personne, effectivement, prend le dessus sur d'autres considérations. Et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrets. Donc avec de la bonne volonté, je pense qu'on devrait effectivement pouvoir trouver une solution, un compromis en cette matière. Louis-Léon Christians, je vais vous laisser le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que vous pensez qu'un compromis, comme le président Madame Séguesser, est possible aujourd'hui en Belgique ? Mais il est difficile, évidemment, mais il est nécessaire. Je pense qu'il y a une voie de compromis nécessaire à trouver. Moi, ce que je voudrais dire, c'est donc qu'il y a ce contrôle aujourd'hui européen. La Belgique a parfois été acquittée, en quelque sorte, à l'Europe. Parfois, elle a été condamnée, en 2018, dans une affaire concernant les palais de justice. Et donc, ce compromis, il se déploie sous une rationalité qui n'est plus une petite rationalité locale, mais qui est une rationalité universelle, qui prend en compte ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est-à-dire non seulement la liberté de conviction, de croyance, mais aussi la question de la discrimination. Et tous ces derniers temps, il y a eu beaucoup de discussions sur la question de la discrimination. Donc c'est un dossier ouvert, mais qui montrera simplement si notre société est à la hauteur de ses prétentions. Eh bien, il me reste à vous remercier beaucoup, à tous les trois, d'avoir été présents dans cette émission, de nous avoir éclairés sur cette question difficile qui est évidemment loin d'être close. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio de la RTBF ou sur le site catobel.be. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.